Alors William, l'Afrique est considérée de fait comme le continent le plus corrompu du monde, au regard des classements successifs de Transparency International. Et le sommet de l'Union africaine, qui se tient donc à Addis Abeba, comme je le disais à l'instant, a décidé de tabler sur la nécessité de lutter contre la corruption. N'est-ce pas un préalable nécessaire pour relancer la croissance sur le continent ? Assurément, Anan, la corruption est absolument un préalable, combattre la corruption est absolument un préalable pour assurer aux populations africaines de meilleures conditions de vie. Et je trouve bien que l'Union africaine décide de s'intéresser à cette question qui, historiquement, a fait le plus grand mal aux économies et aux sociétés africaines. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais qu'on s'arrête un moment pour comprendre ce que c'est que la corruption. L'idée est de refuser de s'enfermer dans des slogans qui condamnent et qui anesthésient la pensée d'un seul tenant. C'est quoi la corruption, Anan Edjiri? Eh bien, la corruption est une perversion, un détournement d'une ressource ou d'une action. Vous avez évoqué à l'instant l'indice de perception de Transparency International. À lire ces rapports qui s'enchaînent, il s'agit d'un indice de perception des pays corrompus. Et dans l'édition 2016, on voit que le Soudan est considéré comme la nation la plus corrompue du monde, mais c'est un rapport qui perçoit et classe les pays corrompus. Alors, lorsque l'on regarde le terme pays corrompu, on voit également que qui dit corrompu dit aussi nation, entité, entreprise, personnalité corruptrice. Dans la chronique d'aujourd'hui, je m'intéresse particulièrement à ces acteurs corrupteurs qui font que le Soudan du Sud, la Libye, le Nigeria ou le Cameroun soient perçus comme des pays corrompus, plus corrompus que le Danemark, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, la France, l'Italie ou la Grande-Bretagne. William, jusqu'ici, cette semaine, j'ai littéralement accusé les agents de police comme étant des agents corrompus, simplement parce qu'à chaque fois que je les rencontrais, ils me demandaient toujours « Chef, qu'est-ce qu'il y a pour nous » ou « Qu'est-ce qu'il y a pour moi ?» Dites-nous, qui sont les corrupteurs en Afrique, à votre avis? Vous avez totalement raison, Jiri. Il y a des corrupteurs africains. Mais laissez-moi vous raconter une anecdote, si vous m'accordez un peu de temps. L'affaire se passe au Cameroun, dans une petite commune qui abrite l'une des plus importantes entreprises agro-industrielles, disons agricoles du pays, filiale d'un grand groupe multinationale. Vous noterez que l'usage de l'article indéfini est fait exprès. Et donc nous sommes en 2007, alors qu'un nouveau maire est élu. Il constate que malgré la présence de cette entreprise qui emploie plus de 5000 personnes, la commune est insolvable. Les salaires du personnel ont du mal à être payés. Et le pire est que le maire n'a pas les moyens d'investir dans les infrastructures de voirie urbaine. Lorsqu'il s'interroge sur la destination des taxes dues à la commune par l'entreprise agro-industrielle dont nous avons parlé tout à l'heure, il se rend compte qu'aucune taxe n'arrive dans les caisses de la commune depuis 25 ans. Au contraire, l'entreprise multiplie les cadeaux aux autorités administratives chaque fois que la population veut demander des comptes. Face à cette situation, le nouveau maire entreprend des procédures pour qu'un redressement fiscal soit appliqué à l'entreprise agro-industrielle. Devinez ce qui lui arrive. Il est accusé de fomenter des émeutes et jeté en prison où il passera 8 ans avant d'être acquitté par la Cour suprême du Cameroun. La section camerounaise de Transparency International va dans un rapport pointer du doigt la corruption des magistrats qui ont jugé ce maire, une perception qui a une nouvelle fois esquivé les intérêts économiques qui ont poussé la justice à condamner à tort un maire qui défendait pourtant le bien-être de ses électeurs. Alors si je comprends bien, William, la corruption en Afrique est le fait d'entités étrangères. Les Africains n'ont donc aucune responsabilité là-dedans? Il y a bien entendu une responsabilité africaine, Anan, mais il y a un cadre plus grand et plus globalisant, et c'est ce cadre que je voudrais pointer du doigt aujourd'hui. Évoquons la question des biens mal acquis, qui a récemment conduit à la condamnation du vice-président de Guinée équatoriale, Théodorine Obiang. Admettons qu'il y ait effectivement des biens mal acquis, il est condamné pour cela. Mais il n'y a aucune condamnation pour les personnes qui ont reçu l'argent qui a permis d'acquérir ces biens. Qu'en est-il des canaux qui ont convoyé cet argent, des banques? On ne les mentionne même pas. Mais cela m'amène à parler du phénomène de la fuite des capitaux en Afrique. Selon les Nations Unies, entre 1980 et 2009, l'Afrique a perdu entre 1200 et 1400 milliards de dollars de cette manière. Cet argent ne va sans doute pas dans la poche du policier qui raquette le taximan ou qui raquette Diri, tel qu'il le disait tout à l'heure. Il irrigue le système bancaire international dont les acteurs sont connus. Notons également les délits d'initiés. Le Tchad se dit actuellement victime d'un tel stratagème qui lui a fait perdre quasiment toute sa production pétrolière. J'en ai parlé ici avec l'affaire Glencore. Et il n'y a même pas de guerre en Afrique qui ne soit alimentée en sous-main par quelques acteurs obscurs. Et bien souvent, chaque personne qui meurt à l'est de la RDC, en RCA, au Soudan du Sud, en Libye, et que sais-je, tombe littéralement sous les balles de la corruption. Inutile de dire qu'il s'agit d'une perte humaine et économique sèche pour l'Afrique.
à mon avis, l'Union africaine qui se réunit et qui a décidé de s'intéresser au fléau de la corruption devra d'abord tomber d'accord sur la définition des acteurs du fléau pour pouvoir formuler un début de piste de solution. Je suis William Baïha et c'était la chronique business, une chronique business spéciale. Merci beaucoup, William.